Est-ce que ça va? Ouais. Ah, voilà un peu d'enthousiasme parce qu'on n'est pas encore dimanche soir. Donc l'objectif de ce matin, c'est de vous présenter 5 entrepreneurs qui étaient à votre place il y a 6 mois ou 1 an, qui ont fait le Startup Weekend, qui ont gagné ou perdu, mais qui en tout cas ont monté des boîtes. Donc rapidement, nous avons tout à gauche Olivier de Super Marmite qui a fait le Startup Weekend d'HEC 2010 en mai. Bonjour. François-Joseph et Martin de Chéripi qui ont fait le Startup Weekend à Télécom en octobre 2010. Bonjour. Benjamin, Check My Metro et Youpies Startup Weekend, alors il y en a 2, HEC et Télécom 2010. Bonjour. Et Antonin, Jimmy Ferly, Startup Weekend Toulouse, novembre 2010, c'est ça? Oui. Bonjour. Alors, d'abord, ma première question, c'était quand je leur ai demandé comment ils se sont inscrits au Startup Weekend. J'ai eu droit à des histoires à peu près rocambolesques de tous les côtés. La copine qui inscrit, je me suis perdue, j'ai vu un peu de lumière. Et puis, Martin et FJ, comment vous êtes arrivés au Startup Weekend et qui a traîné qui? Alors moi j'ai traîné Christian, en fait, qui est le troisième avec qui on fait chez Apic. Et parce que j'avais dans mes contacts quelqu'un qui avait fait le deuxième Startup Weekend en fait, à HEC, et du coup j'avais aussi envie de pitcher des projets, et je me suis dit que voilà, c'était la bonne occasion d'y aller, et donc j'ai amené Christian avec moi, et Martin on l'a rencontré sur place, alors qu'on se connaissait. Alors pour ma part, en fait, j'avais raté les 2 Startup Weekends précédents, j'avais vraiment envie d'y aller. J'étais étudiant, donc c'était un week-end que j'avais cours, donc là je ne pouvais pas rater l'occasion. Et je savais qu'en fait, on était collègues dans la même boîte, je savais qu'il y avait 2 collègues qui allaient. Moi je me déplaçais, je voulais pas le faire avec eux, au final c'est le seul projet qui m'a plu. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et plutôt pas mal. Et alors toi, Antonin, c'est ta copine qui t'inscrit, Ouais. et au moment du pitch, c'était la révélation. Ouais, alors en fait, au tout début moi, du Startup Weekend, j'avais lu l'article sur un blog qu'il y avait un Startup Weekend à Toulouse, qui allait se passer, que c'était Willy qui l'organisait. Et je me suis dit, oh là là, ça va être un truc pour des web apps, moi je suis plutôt e-commerce, ça va être, je sais pas si vraiment ça va le faire et tout, j'hésitais. Puis finalement, 2, 3, 4 jours avant, il y a ma copine qui me dit, bon bah voilà, je t'ai inscrit. Donc j'avais pas le choix, j'y suis allé. Et quand j'ai pitché, j'ai compris que ça pouvait être un tremplin incroyable, et que ça c'était vraiment mon truc, quoi. Que j'avais bien fait de faire ça, de confronter mon idée à un tas de gens compétents. Et alors du coup, le week-end démarre. Alors ambiance du week-end, Benjamin, qu'est-ce qui se passe? On travaille sur les projets. Bon alors, moi aussi, un Startup Weekend, quand j'y suis allé, la veille, le jour même, j'étais pas censé y aller en fait. On en avait parlé il y a deux jours avant, on m'avait dit tiens, je connaissais pas. Puis j'avais envoyé un email, on sait jamais, il restait place, il n'en restait pas. Et puis on m'a envoyé un email en disant bon bah finalement il reste une place, donc si tu veux, tu peux venir. Alors j'avais une voiture, c'était à HEC, j'ai eu de la chance, j'y suis allé. Et j'ai bossé sur un autre projet, mais je me suis dit j'ai une idée sympa. Mais vraiment, c'était à l'époque Check My Controller, ça s'appelait même pas Check My Metro. C'était vraiment d'arriver et de se dire que quand on était dans le métro, il n'y avait pas d'application iPhone pour savoir où étaient les contrôleurs, comme de la même manière que les automobilistes ont leur application pour savoir où sont leurs radars. Et je suis arrivé vraiment avec une idée marrante. Je pensais vraiment même pas être sélectionné au début des pitchs. J'étais là vraiment pour rigoler. Et puis j'ai vu que ça fait marrer tout le monde déjà. Et je me suis après vraiment posé avec plein de personnes dans le Startup Weekend. Et pour moi, le Startup Weekend, en fait, c'est un shaker. On prend ton idée, on la met dans tous les sens. Et on permet, c'est là finalement, essayer de se rendre compte d'un potentiel en se disant mais attends, mon idée marrante du début, je peux en faire quelque chose, et je peux en faire même quelque chose de bien, je pense. Voilà. Et du coup, tu gagnes le Startup Weekend à HEC en mai, tandis que certains le perdent. N'est-ce pas? Donc on parle de moi. Ouais, donc ouais, donc on avait pitché en même temps que Benjamin. Et là, pour le coup, le pitch de 1 minute du début, il avait bien cartonné parce que je pense qu'on avait vraiment fédéré beaucoup de gens. Mais après, pendant tout le week-end, on a tergiversé sur plein de trucs. On a même développé une appli
qu'on n'a pas présenté à la fin du pitch parce que notre présentation n'était pas claire du tout. Donc en fait, on a fait une présentation vraiment naze, on ne savait pas trop où on allait, on avait une appli qu'on n'a pas montrée. Et enfin, je pense que vraiment notre présentation a embarrassé le jury qui était un peu gêné. Le public aussi. Le public aussi. Faut que tu racontes la présentation quand même. Non. Bon, quoi qu'il en soit, donc, tu me dis que vous arrivez dernier et c'est ça qui te dit le lundi matin quand tu arrives au bureau, ok, bah, je prends ma revanche. Bah en fait ouais, c'est-à-dire que quand il y avait eu en plus souvent dans les startup week-end on annonce que les 3 premiers, et là on a annoncé tous les projets dans l'ordre comme les profs sur des copies par ordre. Donc comme ça tout le monde savait qu'on était dernier et en fait ouais bon il y avait toute la fatigue du week-end. Après bon il y a un cocktail, tout le monde discute tout ça, moi j'étais franchement voilà, j'ai voulu rentrer chez moi, j'étais hyper déprimé, hyper fatigué. Et ouais, c'est vrai qu'il y avait un petit côté, j'étais un peu vexé, et donc ça a attisé un peu le côté. Il faut que voilà, revanchard, enfin bon, il faut quand même qu'on prouve qu'il y a un truc là-dedans et on va sortir un produit bien très vite. Et ça nous a motivés pour vraiment bosser comme des tarés dessus pour sortir un truc assez vite. C'est un super concept, hein, moi j'adhère. Franchement, Moi aussi. Il y a des fans. on est au moins 2. Et alors il y a une chose dont vous m'avez parlé à peu près tous les 5 qui est pendant le week-end vous avez fait des rencontres, vous avez finalement en dehors des moments de boulot networké et tous les 5 vous m'avez dit ça c'était hyper important et c'est peut-être une des choses qui m'a apporté le plus. Alors je sais pas qui veut en parler en premier, c'est ouvert. Moi je peux rebondir déjà sur ce qui a été dit là. Nous c'est pareil en fait quand on a pitché l'idée le vendredi on n'avait pas réussi à rassembler full sur notre idée. Et c'est plutôt au gré de toutes les rencontres qu'on a fait dans le week-end, le fait de présenter l'idée, de challenger à chaque fois, on apprend, on améliore l'idée et à la fin du week-end justement on a mieux expliqué le concept et c'est là qu'on a réussi à finir 3e sur After the Weekend et de se dire justement on va aller plus loin. Et donc nous c'est vrai que le Startup Weekend ça a été aussi l'occasion de rencontrer des externes et de rencontrer des investisseurs qu'on a revus après. Donc justement le réseau était hyper important en fait, d'une petite idée d'un pitch qui n'était pas forcément terrible le vendredi soir, le dimanche soir c'est devenu la 3e, voilà on a fait 3e et derrière on a continué l'aventure et monté notre boîte. En termes de rencontres déjà je pense que c'est ton équipe au début. T'arrives, tu connais, t'es dans ton environnement, c'est-à-dire que moi en tant qu'étudiant en école de commerce, je connaissais beaucoup d'autres étudiants en école de commerce, mais par exemple beaucoup moins de devs, beaucoup moins de profils qui étaient complètement différents. Alors déjà ton équipe, ça te permet déjà de faire évoluer ton projet, de faire évoluer tes idées, de faire évoluer la manière dont tu réfléchissais jusqu'à présent, et déjà c'est génial. Et après c'est vrai que tout au long du week-end, il y a des gens qui viennent chaque fois te challenger. Ils viennent comme ça, ils passent 10 minutes et ils disent ah t'as pensé à ça? Ah non je sais pas, j'avais pas pensé à ça. Je me souviens il y avait une personne au premier Startup Weekend comme Lies par exemple. Après il y a eu Luc Breton qui était quelqu'un de chez Orange qui est venu derrière dans le jury et c'est des gens après qu'on revoit, on va aller prendre un pot avec eux, ils vont nous présenter d'autres personnes. Aujourd'hui par Check My Metro il y a des potentiels investisseurs qui vont être sur mon 2e projet Youpies, des gens que j'ai croisés au premier Startup Weekend et au 2e Startup Weekend et qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes et donc c'est un début de réseautage et en fait quand on est entrepreneur on se rend compte que un des trucs les plus importants, c'est le network. C'est comme ça que vous allez trouver des clients, c'est comme ça que vous allez trouver des investisseurs, c'est comme ça que vous allez trouver des idées. Et le Startup Weekend, c'est condenser en 48 heures un maximum de connaissances et de compétences autour de vous, en fait. Ouais, et puis aussi de gens qui vont potentiellement rencontrer les mêmes problèmes que vous. Enfin, par exemple, pour mon cas particulier, voilà, ce que je sais faire, c'est faire des applications web. Ça fait ça pendant des années, mais après monter une boîte, concrètement. Et en fait, moi j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient des projets entrepreneuriaux, qui ont été lancés globalement dans la même période sur l'année dernière.
Et il y en a plein qui sont dans cette salle d'ailleurs, et on les a rencontrés au Startup Weekend, ensuite on les a revus à des apéros entrepreneurs, à des Startup Paris, etc. Et au final, on se connaît, à un moment, voilà, il y a un truc comme putain, j'ai une galère, je cherche un comptable, tu connais quelqu'un, ou alors putain, t'as fait des CGU, vas-y, t'as fait appel à qui, t'as fait comment, ou donc tous ces trucs qui sont pas forcément le cœur de métier, mais qui sont complètement indispensables à monter un projet. En fait, ça fait une sorte de crowdsourcing de réflexion, de petits trucs et astuces qui sont aussi assez intéressants. Voilà, et quand on peut donner un coup de main, j'ai fait un logo pour un pote entrepreneur l'autre jour, il y en a un qui m'a aidé sur une application. Enfin, c'est vachement cool. Et Olivier, tant que tu as le micro, comment on passe de dernier du pitch à HEC à rockstar du web 6 mois plus tard? On va pas dire rockstar du web, mais... T'as gagné quand même. Ouais, non, ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait le pitch à Startup Weekend qui était une catastrophe, où enfin, c'était vraiment ridicule. Et 2 mois après, il y avait un Startup Paris où... franchement, j'étais hyper stressé à Startup Paris parce que je me suis dit, je vais ramener un projet sur lequel on a acheté l'opprobre 2 mois avant, et il va falloir faire un pitch de malade. Et pendant longtemps, on a préparé des beaux slides, on a vraiment expliqué en fait une mise en situation du service pour vraiment que les gens comprennent, parce qu'on avait compris que le jury n'avait vraiment pas saisi de quoi il s'agissait. D'ailleurs, ça c'est un truc et astuce pour le pitch du dimanche soir. Pensez à dire à quoi sert le service. Non, parce que c'est souvent le cas. On arrive, on dit voilà, alors, et puis là il peut se loguer, et puis en plus il peut se créer un compte. La semaine dernière à Montpellier, il y a eu plusieurs pitchs où on n'a pas compris ce que faisait l'application. Et ce qui fait qu'en plus le jury ne sait pas exactement quelle question il doit poser, parce que à part une question un peu vexante, il fait quoi votre projet? Donc en fait, vraiment un des gros trucs, c'est travailler le pitch du projet, en incluant à quoi ça sert, une mention, mais c'est pas forcément le truc qui doit prendre toute la présentation, mais comment on gagne de l'argent avec. Et nous, on a travaillé ces trucs-là sur plusieurs événements. À Startup Paris, il y a eu Twist Paris, il y a eu plein d'événements jusqu'au web où on a fait le best-of de nos présentations, voilà, et on était plus habitués à présenter. La classe, vas-y. Je vais rebondir sur l'aspect en fait networking. Les rencontres qu'on fait au Startup Weekend, en fait, c'est des personnes que je recroise maintenant assez fréquemment quand je vais à des événements tech, Facebook Développeur Garage, IAS Meetup. En fait, je recroise des gens et c'est vraiment super important le réseau, parce qu'on peut être aidé. On avait croisé, je crois, Laurent Crête au premier Startup Weekend. Il nous a reconseillé un comptable, et aussi en fait, on avait rencontré nos investisseurs au Startup Weekend, exactement. Donc on pitch notre projet, je sens fumer ma clope, enfin je croise quelqu'un, donc je parle avec lui. Et on parle de la pluie et du beau temps, et quelques semaines après, il nous contacte, il se présente, il nous dit qu'il est investisseur. Donc le Startup Weekend, c'est vraiment l'occasion en fait, de se mélanger à plein de gens, de voir des occasions différentes, enfin des opinions différentes, de confronter son projet, de le challenger, et de commencer à tisser un réseau. Voilà. Ce qui est intéressant, si je peux te parler dans ce que tu dis, c'est que tu as rencontré un investisseur dans un moment où tu ne lui as pas pitché ton projet. Tu as rencontré un investisseur en fumant une clope, et ça, je pense que c'est vachement important, parce que c'est pas parce que vous allez croiser un jour un investisseur qu'il faut lui pitcher votre projet. C'est déjà intéressant de faire connaissance. En fait, l'anecdote, c'est que il nous dit ouais, vous avez développé ça super rapidement, etc. Moi, j'étais sur mon petit nuage, on avait fait notre presse, c'est bon, il n'y avait plus de pression. Donc, je remarque qu'il a un petit accent anglais, je l'invite à parler anglais. En fait, on a parlé vraiment de la pluie et du beau temps, et dans la conversation, j'ai sorti des blagues pourries en anglais. Je lui ai dit, ouais, j'ai appris l'anglais avec une ex-russe, etc. Et au final, je lui ai dit, on est des gros geeks, et pas une fois, en fait, on a développé le projet ensemble, et l'aspect humain est hyper important, en fait. C'est la love money, c'est avoir un bon contact, un bon feeling avec les gens, ça les encourage à revenir vers vous. C'est... Voilà, tout simplement. Donc en fait, la personne dont tu parles, c'est leur ami David Blizzard qui fait tout le staffing de Google et qui aujourd'hui est un des cofondateurs d'Hack4World, le fonds d'investissement. Exactement. Préciser quand même. Et qui participe à d'autres événements, Startup Paris, voilà, dans la sphère du projet.
Et Antonin, est-ce que la vie aujourd'hui que tu vis d'entrepreneur, c'était celle que tu avais imaginée quand tu étais assis sur le banc là il y a 5 mois? Je savais que ça allait être compliqué au niveau de l'emploi du temps, que ma vie ça allait être la boîte quoi. Ça je l'avais anticipé. Par contre, j'avais pas anticipé à quel point l'idée pouvait fédérer une équipe et à quel point ça pouvait aller vite en fait. Parce que concrètement, j'avais bossé un peu avant autour de l'idée, pour peaufiner, pour faire un bon pitch. Mais c'était compliqué, puis je connaissais personne parce que mon milieu c'était pas du tout. J'ai pas fait d'école de commerce ou d'école d'ingé. Puis en fait, en 54 heures, ce qui s'est passé, c'est qu'on a gagné le Startup Weekend avec une équipe super. Ultra compétente. J'ai pu aller au web grâce à quelqu'un qui avait aimé le projet au Startup Weekend. J'ai pu te rencontrer Sacha. Et en fait, 3 semaines après le Startup Weekend, on a levé des fonds. Et là, 3 mois après, on ouvre dans 10 jours. Dans 10 jours, on ouvre le site, quoi. Donc c'est fou, quoi. C'était un tremplin incroyable. Et je pense que pour quelqu'un, encore plus pour quelqu'un qui n'est pas du milieu des écoles de commerce, qui n'est pas ingénieur, qui a juste une idée, le Startup Weekend, c'est la vie, quoi. Et alors au web, t'es allé taper dans l'épaule de quelqu'un? Ouais, alors au web c'était assez drôle parce qu'en fait, c'est peut-être aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on ne connaît pas, du coup on fait peut-être des trucs qu'on ne ferait pas en connaissant. Et bon, il y avait Grandjean, Simoncini qui venaient justement de te faire gagner et de dire voilà, c'est Super Marmite qui gagne. Et puis ils partent, et puis là, tu as tout le monde qui se retourne au web, qui les voit partir tous. Et moi, je me dis, bon, je vais peut-être aller voir Simoncini quand même. Je le prends par le bras comme ça, et puis je lui dis, hey, Marc, j'ai un super projet, il faut qu'on se voit. Et le lendemain, à 11h, j'étais dans son bureau, en train de lui présenter le projet de Jimmy Fairly. Donc en fait, c'est incroyable, quoi. Le gars, je le voyais dans les magazines et à la télé 3 semaines avant. Et là, j'étais en face de lui pour lui présenter Jimmy Fairly. Voilà. Et alors maintenant, il y a des projets qui vont se lancer, d'autres qui sont lancés, il y en a qui lèvent des fonds. Alors la levée de fonds, ça se passe comment et qui a levé? Nous, on a levé avec Sacha. Vous avez levé ou pas? Ouais, nous on a levé aussi. Ça se passe comment? Ça dépend vachement en fait des investisseurs. Il y a différents profils de ce que j'ai pu voir. Mais sur du site comme ça, c'est souvent au coup de cœur et ça peut se passer très vite. En général, s'il se passe du temps, c'est que c'est mauvais signe, quoi. C'est un peu comme pour une embauche. Quand il se passe du temps, c'est mauvais signe, quoi. Soit c'est direct, soit il se passe rien. Nous, de notre côté, c'est pareil, ça s'est fait très rapidement. En fait, vous allez sur le site d'Act4One, vous allez voir, c'est assez clair la façon dont ça fonctionne avec eux, c'est allemand, donc plutôt carré. Et donc, par exemple, vous présentez l'idée il y a un formulaire à remplir, etc. Il vous dit 72 heures après, vous avez une réponse, et on a fait ça le 22 décembre. 72 heures, c'est le 25, et le 25 décembre, ils nous ont dit c'est bon, on vous suit. Et donc derrière ça, en fait, nous, ça a été un tremplin parce que là, on a lâché notre boulot, et donc le Startup Weekend, pour nous, c'est vraiment un changement de vie. On passe de salarié dans une boîte de conseil à entrepreneur en 5 mois. Voilà, avec une levée de fonds et donc un projet qui sort le mois prochain en bêta. Ouais. Et moi, si je peux juste donner un conseil pour les futurs qui vont lever des fonds ici, c'est que le monde de la levée de fonds est quand même petit et qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, il faut y aller à fond, quoi. C'est qu'ils s'échangent les dossiers entre eux, ils savent ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se permettre d'essayer quelque part, de faire quelque chose de pas bien et ensuite de peaufiner, quoi. Il faut vraiment, une fois qu'on est prêt, y aller à fond. Et je dirais qu'il faut surtout pas dévaloriser le projet et se dire oh, c'est beaucoup d'argent que je vais demander. Il ne faut pas se dire ça, il faut se dire mon projet ça va être le next big thing et si vous prenez pas mon projet, c'est l'autre qui le prendra et c'est l'autre qui va faire x50 dans 3 ans. Voilà. Alors moi, une expérience un petit peu différente en termes de levée de fonds, d'abord avec Check My Metro, qui était une appli vraiment sympa, mais c'est vrai que quand on allait voir les investisseurs, souvent ils avaient une problématique au niveau du business model. Alors ils disaient, vous êtes marrant, je vois bien votre appli, j'adore tout, mais c'est du communautaire et il faut savoir que c'est quand même très dur
de lever quand on est dans un business communautaire qui n'est pas une copie d'un succès aux États-Unis. Il y en a qui sont arrivés, mais c'est quand même très très rare. Et donc moi, c'était un peu plus la galère avec Check My Metro parce qu'il y avait, on ne voyait pas le cashback à la fin. Donc ça m'a permis aussi de moi me remettre en question et remettre en question le projet. Donc finalement, Check My Metro, qui était une aventure du Startup Weekend, qui était quelque chose que j'avais pensé quasiment en un week-end, j'avais un projet que j'avais un petit peu pensé en amont et que j'ai présenté lors de mon deuxième Startup Weekend. Ce qui m'a permis de vraiment un projet que j'avais à cœur, qui était un petit peu plus réfléchi, de lancer. Ça, c'est un projet qui s'appelle Youpies et qui est un projet pour les parents. Et là où il y a un business model qui est beaucoup plus clair. Et c'est vrai que quand on va avec un investisseur et qu'on montre que le cash il vient comme ça et que c'est clair, net et précis, et ben c'est beaucoup plus facile. Et donc aujourd'hui avec Youpies, on a levé un petit peu d'argent auprès de Love Money, on va dire, et on est en process, on vient véritablement de commencer, on attendait d'avoir un beau produit à montrer, on l'a, donc on vient de commencer et on est en très bonne négo avec plusieurs personnes pour lever justement un peu plus auprès de fonds. Voilà. Moi, c'est une expérience assez différente en fait. Comme j'avais un boulot pendant quasiment tous les mois où on a lancé Super Marmite, ça prenait déjà beaucoup de temps de faire le projet. Il y a eu le web là on s'est retrouvé web. Le soir, je suis rentré, j'avais juste ça de carte de visite que j'ai étalé chez moi en disant essayer de les classer, savoir qui fallait que je rappelle et tout ça. Il y avait des gens, enfin, j'avais plein de contacts, mais j'avais juste aucune idée de combien d'argent j'avais besoin et comment je pourrais l'utiliser. Et j'avais pas de plan. Et donc en fait, il se passait un certain temps pour que j'arrive à. Enfin, j'avais toujours fait des scénarios de business plan plus ou moins par rapport au projet, mais j'avais pas un truc où je sentais vraiment le truc. Donc moi j'ai plutôt attendu d'avoir eu une sorte de roadmap produit assez clair qui me permettait de dire bon, quelles sont les hypothèses de mes business models que je veux valider, quand est-ce que je vais les valider, avec quoi je vais les valider. Et c'est un travail qui m'a pris pas mal de temps. Et après, une fois que j'avais fait ce travail, j'ai commencé à avoir plutôt des business angels que je connaissais par mon réseau, ou que j'avais croisé au fil du temps du projet Super Marmite, mais sans vraiment y aller Enfin, moi, j'ai pas du tout été en disant voilà, j'ai un super projet, Enfin, ça a plutôt été des gens que j'ai croisés, qui j'ai échangé, et puis un jour, j'ai balancé mon business plan, et là, on est en train de faire les choses pour faire ça dans le mois de mai, normalement. Il y a quand même des gens qui te faisaient des chèques sur la table, non? Je sais pas. Enfin, non, mais parce que je sais pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais l'impression, mais en fait, le truc, c'est que tant qu'on peut faire le produit sans lever de l'argent, autant le faire. Il y a des moments où il faut accélérer, où là c'est intéressant de lever de l'argent, et puis il y a des moments où on se cherche juste. C'est-à-dire, on a une idée, un concept, on a validé des petits trucs, mais il y a encore tellement de trucs à valider que c'est peut-être pas la peine de faire un développement, de dépenser plein d'argent en marketing, de mettre 15 000 devs sur des fonctionnalités où on ne sait pas si les gens vont les utiliser. Donc pendant un certain temps, on avait en termes de ressources de développement, on n'avait pas d'idée qui allait plus vite que ce que faisait le dev, donc on n'avait pas besoin de lever. Et en termes de marketing, on n'avait pas non plus suffisamment d'éléments sur comment on allait cibler qui, quoi, comment. Et donc ça servait à rien d'aller dépenser de l'argent dans le marketing non plus. Et donc on n'avait pas besoin d'argent. En fait, il faut lever au bon moment, quoi. Je pense que oui, voilà, il faut lever quand il y a ce besoin, en disant on a vraiment un truc, on peut le toucher du doigt, mais sauf qu'il faudrait qu'on aille plus vite, ou qu'on dépense de l'argent là.
On va laisser la place aux questions. Je suis sûre que vous avez plein de questions à poser à nos 5 entrepreneurs. Donc la première est la plus difficile. Allez, qui a une question? Avant d'avoir cherché à lever, est-ce que vous avez essayé de trouver des levées de financement comme Oseo ou des prêts bancaires personnels avant de chercher des investisseurs qui du coup prennent une partie de votre capital? Pas du tout, parce que nous, ça c'est vraiment un concours de circonstances. Je pense, voilà, au gré des rencontres, on parlait du réseau tout à l'heure, on est vraiment là-dedans avec Forward. Et eux investissent avant que la société existe. Donc en fait, on n'avait pas du tout cherché Oseo, tout ça. La boîte n'existait pas, on l'a créée avec eux. Enfin, bref, c'est pas tout à fait le même montage que chercher des investisseurs après que la société existe. Donc là, c'est vraiment la pré-incubation presque. Moi, je dirais qu'il y a aussi autre chose de très important, c'est que ton banquier, il va te demander que tu mettes en caution perso tes parents, ta maison. Et par contre, si demain tu as besoin de rencontrer un super investisseur ou si tu as besoin d'un conseil sur le produit, il va pas savoir quoi. Mais ce qu'un investisseur, si toi aussi tu le choisis bien, il va t'accompagner, il va te faire bénéficier de son réseau, il va te conseiller. C'est souvent des gens qui ont réussi plusieurs fois d'ailleurs. Et qui vont te permettre de prendre les bonnes décisions. Et puis c'est beaucoup plus rapide aussi. Parce que les marges avec les banques, tout ça, c'est vachement long. Et puis en général, c'est des sommes qui sont difficilement autofinançables. Voilà. Ouais, en fait, je pense que tu as vraiment deux optiques. Soit tu te dis, il faut que je montre quelque chose à un investisseur, et aujourd'hui, c'est pas assez. Alors, il y a des moments où ça peut être assez. Il faut lever, il y a des gens qui arrivent à lever sur des présentations PowerPoint, et il y a un bon exemple ici. Maintenant, c'est pas toujours évident de lever sur une présentation PowerPoint non plus. Et c'est vrai que si on a un produit, si on a quelque chose à montrer, bah, on augmente son pourcentage de chance. Mais il y a un gros problème aussi, c'est un facteur temps. Et il faut vraiment faire la bonne balance, je pense. Lever un petit peu d'argent et essayer, il y a pas mal de trucs, les réseaux entreprendre, les fonds Oseo, mais c'est une galère administrative énorme. Et en gros, si tu passes un an à essayer d'avoir tes 30 000 euros, et ben ton projet, ça va faire un an qu'on en parle et ça va être galère. Si tu arrives à faire ça rapidement et à montrer après un beau produit en 4-5 mois, après, eh ben, je pense que ça peut être une bonne option, mais tout va être dans une problématique de timing et d'arriver à faire les choses vite pour avoir le maximum de chance le jour où tu vas vouloir lever des fonds. Moi j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce que quelqu'un a une sorte de comité stratégique ou au moins des mentors qui les suivent régulièrement? Et tu parlais des investisseurs, est-ce que si c'est un investisseur justement, à quelle régularité pour ceux qui ont fait des levées de fonds, vous les voyez? Est-ce qu'ils s'impliquent beaucoup ou est-ce que c'est vraiment bon voilà, on suit les bits et voilà ce que ça donne, ou enfin si vous êtes rentable, etc. Voilà. Alors je peux répondre à ça avec Hack4Forward. C'est en fait le deal est ils prennent des geeks, donc on est une équipe de geeks, et autour de ça en fait il y a tout un mentoring des adversaires Hack4Forward, donc je crois qu'il y en aura un qui sera là demain. Michael Ed Jackson. Et donc en fait, nos investisseurs nous soutiennent sur la vision de produit, le marketing, la com, ils nous donnent plein de conseils, ils nous challengent énormément. Après c'est à nous de faire la sélection, et c'est pas du pain, enfin c'est du pain béni en quelque sorte, mais c'est nous qui prenons les décisions, c'est nous qui exécutons, et la décision nous revient, mais Hack4Forward est une super source d'inspiration. Donc il y a des talks, vous pouvez les retrouver sur passionmeetsmomentum.com. C'est ce genre de conversation. Après, il y a les ateliers de 30-45 minutes qu'on fait avec les gens qui ont monté des boîtes, qui les ont vendues, qui en ont monté d'autres, qui les ont revendues. Et 45 minutes à se faire bâcher en fait notre projet par des entrepreneurs à succès, c'est hyper enrichissant. Et si j'ai un conseil à donner, c'est essayer de vous entourer de ce type d'investisseurs. Des personnes qui vont vous challenger, qui vous donneront super idées, qui vous aideront sur tous les sujets que vous ne maîtrisez pas en fait. Voilà. Ouais, moi je peux répondre rapidement. Je pense que cette question elle dépend énormément de l'investisseur que tu as en face de toi. Je pense aussi que quand tu fais le travail de levée, si tu vois assez de monde et que ton projet est assez solide et que tu es assez persuasif, tu peux aussi te permettre presque de choisir parfois. Et justement, c'est là où tu dois faire les choix, à choisir quelqu'un
donc qui va t'accompagner, qui va t'aider, qui va être là. Parce qu'il y a des investisseurs qui investissent dans beaucoup de projets et qui donnent très peu de temps. Il y en a d'autres qui permettent on peut passer un coup de fil, c'est assez simple en fait. Après si c'est un fonds c'est complètement différent je pense, c'est plus standardisé, mais quand c'est une personne et que tu l'as bien choisi, c'est vraiment génial. Donc en effet, en fait, avec notre fonds d'investissement, en fait, on se retrouve tous les 4 mois, non tous les 3 mois. Ça s'appelle les Hackbulls, c'est là que les vidéos sont faites. Et après il y a tout ce qui est le networking Hack Forward, donc il y a des mentors en France, type Didier Tranchet, type David Bizer, des recruteurs, des personnes avec qui on peut être très facilement en contact. Il y a pas mal de réunions Skype, il y a d'autres startups chaque fois. Le but challenge entre nous, c'est très inspirant. Nous concrètement, on envoie un mail à 10h ou à 23h, on a une réponse dans la demi-heure, on passe un coup de fil, on a la réponse. S'il n'y a pas de rendez-vous précis, c'est vraiment ah tiens, j'ai rencontré tel fonds, il faudrait que vous les voyiez. Ah tiens, on a ce problème-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme ça. Pour nous, c'est comme ça en tout cas. Vas-y. On parle souvent qu'il est super important de bien valoriser sa start-up quand vous négociez des investisseurs. Quand vous avez levé ou commencé à négocier une levée de fonds, comment sont passés les négos autour de la valo et donc la prise de participation des investisseurs? Négo sur la valo. C'est hyper drôle parce que on ne savait pas ce que ça voulait dire pré-monnaie. Et donc, en fait, on s'est retrouvé à faire une négo au feeling comme ça. On s'est dit, faut pas qu'on donne plus que ça, et il faut pas que la boîte vaille moins que ça. Et on s'est dit, donc ça c'est notre plafond. Et en fait, avec la pré-monnaie, en fait, on a proposé, si tu veux, ce qu'on voulait de mieux, on l'a proposé comme ce qu'on voulait de pire. Et en fait, vu que c'était en pré-monnaie, on a obtenu, sans négocier, dès le début, ce qu'on voulait de mieux. Donc c'était assez drôle. Et ça s'est passé dans un taxi, alors que c'était la tempête de neige, ça s'est passé par téléphone. Enfin, c'était vraiment épique. J'ai toujours pas compris. C'est le prix de la boîte avant investissement. En fait, c'est marrant parce que moi j'ai eu pareil des histoires comme ça. Alors déjà en fait j'avais appelé un pote qui m'avait dit non mais te prends pas la tête, la négociation c'est un truc, c'est comme dans le souk, hein, c'est vraiment la première fois que j'avais été invité par un fonds, c'est un fonds de Business Angels qui je pensais que c'était juste pour me rencontrer une première fois. Je présente le projet, après il me dit c'est quoi la valo? Et je savais pas ce que ça voulait dire. Bon, c'était il y a longtemps. Bon, après je m'étais renseigné, j'avais regardé même des trucs sur Wikipédia et compagnie. Le dernier business plan que j'avais envoyé, où là, enfin c'est là où on a négocié les trucs, avec plusieurs investisseurs. Et j'avais mis à la fin, j'avais fait mon calcul avec ma compréhension de ce que c'était valorisation pré-monnaie et post-monnaie. J'avais fait des calculs sous Excel, j'étais très content. Et puis j'envoie mes trucs, j'ai des réponses, ok ça m'intéresse, par contre il y a une erreur dans votre calcul. Et donc là je dis ah oui ok j'ai compris, parce que je voulais surtout pas avoir l'air de pas avoir compris. Enfin j'avais compris autre chose, et donc j'avais renvoyé mes trucs, il y avait encore une erreur dans le calcul parce que j'avais pas compris ce que c'était pré-monnaie et post-monnaie. Et je me souviens d'une journée où j'étais complètement stressé en me disant putain j'ai envoyé des documents où il y a des erreurs de débutants et tout ça dedans. Et puis je mange un midi avec un autre pote entrepreneur qui me dit ah non mais t'inquiète celle-là ils la font tous. Cette erreur tout le monde l'a fait, il n'y a pas de problème, tu les appelles dans l'après-midi, ils vont pas du tout t'en vouloir, et c'est ce que j'ai fait, et puis en fait non ils ont non c'est pas grave, voilà. Donc voilà, c'est assez marrant de voir que tout le monde fait cette erreur. C'était quoi l'erreur? L'erreur c'est de mal calculer. En gros, il y a un truc que tu dis quand tu dis combien de pourcents je suis prêt à lâcher pour tant d'argent, en gros ça veut dire que tu dis ma boîte vaudrait, si par exemple je lâche 10%
pour 50 000 euros, ça voudrait dire que ma boîte vaut 500 000 euros. Sauf que en fait, il se trouve que si la personne rajoute 50 000 euros, en gros, à un moment, voilà, tu passes à une boîte qui vaut 550 000 euros, et la valo post-monnaie, c'est en gros la valorisation pré-monnaie plus l'argent qui a été rajouté. Et ce qui est bizarre en fait. Du coup, tu lâches pas 10% en fait. Ouais. En gros, si tu as une boîte en post-money qui vaut 1 million, et ben, si on investit 200 000, ok, il y a 20%, parce que c'est 200 000 sur 1 million. Mais la pré-money, c'est les 1 million moins les 200 000, donc c'est 800 000. Mais la pré-money, elle ne change pas, mais la post-money, si le mec met 300 000, c'est 1 million 1. Donc du coup, à chaque fois, en termes de part, c'est différent. Moi, j'avais une problématique un peu différente parce que j'avais bossé dans un fonds de venture capital avant. Mais je vais vous dire quoi, c'était pas forcément un avantage. Parce que j'arrivais, je disais, bon alors la pré-money, moi j'ai pensé que c'était ça, et un post-money, voilà, bon bref, je savais de quoi je parlais, mais c'est vrai, c'est une négo, et par exemple, jamais mettre une valuation sur un business plan ou sur un exec, parlez-en, faites-en une négo, ayez-vous quand même, renseignez-vous avant pour quand vous allez voir quelqu'un peut-être savoir de quoi il va vous parler parce que ça peut aider, mais arrivez pas avec des idées préconçues sur votre valo. Et un truc aussi en termes de valo, c'est que si vous croyez en votre projet, et ben le bradez pas quoi. C'est ce que tu disais. C'est tu crois à ton projet, et le mec va dire oula attends t'as rien, ta boîte elle vaut rien, t'as rien. Tu dis bah si, il y a moi, il y a l'équipe, il y a le produit qu'on a fait, il y a la vision qu'on a, il y a bon, voilà. Et là, et bah, si le mec il veut brader, c'est que c'était pas le bon investisseur, c'est que voilà, c'est une négo, mais c'est pas le mec. Si il n'a pas compris que derrière, il faut que vous ayez un minimum de part dans l'entreprise, parce que le jour où vous allez vouloir lever 1 million ou plus, que vous ayez plus que 2% de la boîte, ça servira plus à rien. Donc vraiment, ayez une idée, pas trop préconçue. Mais bradez pas votre entreprise. Bah, surtout, ils essayent de déstabiliser quoi, en te disant ta boîte elle vaut rien. Moi, je pense qu'il faut donner l'impression, c'est très subtil, mais il faut vraiment donner l'impression que si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, et qu'en fait, c'est pas grave, quoi. Parce que si tu leur donnes l'impression que c'est le rendez-vous de l'année pour toi, que genre s'il dit non, c'est pas ça va, tu vas pas jamais lever et qu'en plus tu demandes un petit peu parce que tu as peur qu'il accepte pas, ça va pas marcher. En fait, déjà la valo, il faut en parler, faut peut-être même ne pas en parler ou en parler à la toute fin. Et il faut vraiment que tu vendes ton projet un maximum. Et après, si il a senti la passion et la persuasion, et si tu l'as persuadé quoi, c'est assez difficile pour lui de dire ah ouais ça vaut tant, mais pourquoi alors il manque ça, il manque ça, il manque ça. Il peut dire par contre ouais c'est vrai que c'est vrai, je le vois peut-être un tout petit peu moins ou il dira pas je le vois plus. Il dira je vois un tout petit peu moins, mais vraiment il faut avoir l'impression, il faut donner l'impression que c'est pas le rendez-vous de l'année quoi. J'ai une autre anecdote, là on parle d'investisseurs, mais aussi parlez-en entre vous, parce que bah, voilà, on est dans l'euphorie du week-end, c'est 54 heures, on a l'impression que les choses sont simples, vous rencontrez des gens qui ont envie d'avancer, que le projet. Et après en fait ce week-end-là, il faut aussi un peu atterrir, et je pense que c'est des questions qu'il faut très vite aborder. Nous naïvement, on les a abordées un peu tardivement, et on a mis 2 mois à finalement se séparer, à continuer qu'à 3, et 4e de son côté. Donc je pense que c'est aussi quelque chose que vous devez un peu anticiper, en tout cas si vous voulez lundi vous dire je continue sur ce projet-là, avec qui, comment, sous quelle modalité et qui fait quoi. Je veux bien rebondir sur. Ouais, alors ça c'est hyper important, je pense qu'on l'a tous vécu. Le Startup Weekend c'est bien, c'est génial pour tout ce qu'on vient de dire, mais c'est une énorme emmerde, c'est l'équipe. C'est-à-dire que vous savez très bien que dans votre équipe, il y en a avec lesquels vous allez vouloir continuer l'aventure, et d'autres avec lesquels voilà, soit c'est des mecs qui sont très bien mais qui ont les mêmes compétences que vous, donc ça sert pas à grand chose, soit c'est des mecs avec lesquels vous voyez faire un bout de chemin ensemble mais pas forcément être associé avec eux. Et c'est marrant parce que j'ai eu 2 expériences très différentes. J'ai eu Check My Metro et Youpies. Je peux vous dire que je me suis royalement planté sur Check My Metro et que ça a certainement été
un facteur de ramer un petit peu. Parce que vous arrivez, il faut que tous, à la fin, vous preniez un pot dans la semaine qui suit le Startup Weekend et que vous posiez les choses. Déjà, vous vous demandez qui est-ce qui veut continuer et qui est-ce qui serait prêt à continuer. Parce que tout le monde va dire, attends, qui veut continuer? Ah, moi je veux continuer, j'adore l'idée. Non mais il faut quand même se dire, qui est-ce qui est prêt à lâcher son boulot si jamais on va plus loin? Qui est-ce qui est prêt à s'investir, même si dans ton boulot, même si tu bosses, à vraiment aller bosser le week-end pour continuer sur le projet? Et puis, moi, je pense que le porteur de projet, il structure les choses. C'est lui qui arrive avec l'idée. Bien souvent, il a réfléchi à son idée avant. De temps en temps, il a même bossé dessus avant. Donc après, il faut voir avec le porteur de projet et se dire, est-ce que si on est 6 sur un projet, 6 diviser le capital par 6, ça va être dur. Pour moi, par expérience perso, on ne peut pas vraiment être plus que 3. Je sais que ça existe plus loin, mais on ne peut pas vraiment être plus que 3 au capital parce que sinon, après, ça va être compliqué. Donc, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas s'impliquer. Il y a des gens qui peuvent continuer sur le projet et qui peuvent être salariés ou qui peuvent prendre une part en termes de revenus. On dit, bah voilà, dans la première année, on va te partager le chiffre d'affaires, ou enfin plutôt le bénéfice si on arrive à en faire sur telle chose. Mais il ne faut pas laisser des attentes se créer sans aller du cash, sans avoir une négo cash dès le début. Parce que le problème, et c'est ce qui s'est passé avec Check My Metro, moi je pensais qu'on était sur un partage des revenus de l'app avec pas mal de personnes et je voulais m'associer avec une des personnes. Et puis au bout d'un mois, et je pensais l'avoir dit, mais c'est vrai que j'avais pas été hyper clair. Et donc au bout d'un mois, tout le monde pensait qu'on allait être associés, qu'on allait partager le capital, tous pareil. Et ça a créé des merdes. Et ça a créé des merdes. Alors que avec Youpies, on est allé prendre. Il y a Sophie qui est dans la salle qui était dans le projet. On s'est mis à une table et on s'est dit bon alors qu'est-ce qui peut continuer? Ah bah voilà, moi j'ai d'autres trucs, etc. Et du coup ça a été beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et dernière chose aussi, c'est si vous bossez un week-end, si vous continuez pas dessus. Voilà, c'est un week-end pour la boîte et pour les gens qui vont continuer. Donc, vous attendez pas à aller récupérer un bout de code ou un bout de machin pour dire que... enfin, il faut que ça continue ensemble, toute l'équipe, pendant un petit moment, ou alors que ça continue pas et laisser les gens après continuer avec les gens intéressés. On a encore le temps pour 2 questions. Qui a des questions? Vous avez déjà très faim. Plus aucune question à poser à nos entrepreneurs. Sacha, t'as une question, une dernière question. Est-ce que vous êtes heureux d'entreprendre? Ouais, disons là en tout cas. Moi, je reprends une phrase de Suisse, c'est choisissez un boulot que vous aimez et vous aurez plus l'impression de travailler. Et c'est exactement ça, en fait, le matin vous vous levez, c'est vous qui faites avancer votre projet et vous savez qu'il avance que si vous vous y mettez et que voilà, et donc c'est vraiment le plaisir de bosser au quotidien là-dessus. Oula. Allez, honneur aux filles. Moi ce que je me demandais, c'est très concret parce qu'on est en train de monter là ce week-end, c'est est-ce qu'un projet monté dans un startup startup week-end a des chances de continuer si on a des personnes qui ne sont plus sur le territoire français? Est-ce qu'on peut imaginer que l'équipe, comment vous avez envisagé, peut-être si vous aviez des associés qui finalement sont dispo ou qui s'en vont, est-ce que c'est radicalement impossible si c'est pas physiquement à côté? Sur le côté de l'étranger, je pense que c'est pas un problème. Enfin, par exemple, les bureaux de Super Invite sont éparpillés, sont atomisés. On est tous en télétravail. On discute tous les jours, on parle tout le temps, mais complètement en télétravail. Donc je pense que le fait que des gens soient à l'étranger n'est pas forcément bloquant. Ensuite sur l'équipe, sur le long terme, sur comment... moi, déjà il y a un premier truc, c'est que moi
ça me serait pas venu à l'idée, par exemple, d'aller dans un startup week-end pitcher le projet de ma vie sur lequel j'avais bossé pendant des années en me disant c'est l'occasion de moi je suis venu à chaque fois, plusieurs fois pitcher une idée comme ça, et puis bon il se trouve qu'il y en a une sur Supernight, on a continué après, mais en tout cas c'est pas c'était génial de faire le week-end mais le projet s'est quand même fait après, quoi. Et il s'est fait après et l'équipe a évolué souvent. C'est-à-dire que après le week-end, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont restés parce que ça les intéressait pas trop. Moi, j'ai trouvé d'autres potes qui étaient intéressés. On a commencé à construire des choses et puis au bout d'un moment, il y en a un qui a dit ouais, moi je me sens pas de partir à temps plein sur le truc. Mais ça, on le savait pas. Enfin, voilà, c'est juste les choses évoluent. Enfin, il y a des mois qui se passent, les contextes changent. Et donc à un moment, tout ça c'est comme une recherche de quelle va être l'équipe qui va faire quel projet, et ça se ferait vraiment sur le temps. Et donc pour répondre à ta question, je dirais qu'il n'y a pas d'autre réponse que c'est le temps qui décidera. Et en fonction de ce que deviendra le projet. Mais je pense pas que... en tout cas ce qui est sûr, c'est que dimanche soir, il n'y a personne. Il y aura sûrement des gens très convaincus qu'ils ont l'équipe avec laquelle ils vont bosser pendant 5 ans, mais en fait c'est faux. Il n'y a personne qui saura ce que va devenir son projet après le week-end. Il y a un truc important pour ajouter à ce point-là, c'est que du coup, finissez pas le dimanche soir en répartissant les parts de votre team, quoi. Ne promettez pas que, en fait, c'est un truc dans les slides de Startup Weekend aux US, la dernière slide, je crois que c'est Never Promise Equity, c'est genre, ne promettez pas du capital dimanche soir, ça serait absurde. La team, elle change, les gens... ils sont pas forcément à plein temps après le week-end, donc voilà, attendez d'avoir vraiment votre team stabilisé avant de partager le capital et poser les statuts, quoi. Voilà, on va conclure. Donc, merci à tous. Je pense qu'ils sont tous les 5 disponibles pour répondre à des questions. Et puis on va laisser 5 minutes la parole à Mathieu, qui est juste là, qui est en fait de chez Microsoft, qui va passer dans les teams cet après-midi. Si vous avez des problématiques, je sais pas, si vous êtes sur .NET ou si vous avez sur des technos Microsoft, vous l'hébergez sur Azure, il est là pour vous donner un coup de main sur toute la partie technique. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus, Mathieu.